pour cet incident. Le groupe indique que c'est un centre de production de roues, de freins et d'équipements des systèmes hydrauliques, de freinage et d'atterrissage. Avec nous, pour comprendre ce qui s'est passé hier à Bergerac, notre invité dans le live, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, est avec nous. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. On ignore pour l'instant les raisons précises de cette explosion, de ces explosions. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui sur l'enquête et son déroulé ? Non, l'enquête a évidemment commencé dès hier soir, juste après le drame. Mes premières pensées, comme les vôtres, j'imagine, vont évidemment pour les blessés et pour l'ensemble des personnels qui sont intervenus juste après la survenance de l'incendie puis de l'explosion. Dès hier soir, des inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement sont arrivés sur site, en même temps que des membres de la police judiciaire et de la police scientifique. Ce matin, ils sont retournés sur le site pour précisément, au-delà des scellés qui ont été posés hier, comprendre, d'abord procéder à des vérifications, puisque vous l'avez rappelé dans votre reportage à l'instant, en France, nous avons 1300 sites Seveso, un peu plus de la moitié, 691 sont des sites Seveso seuil haut et les autres 602 sont des sites Seveso seuil bas. Ce qui veut dire qu'un site Seveso seuil haut, au moins tous les ans, il y a une inspection. Ils sont classés en fonction de la quantité des matières dangereuses, hein, c'est bien ça. Ces sites seuil haut, seuil bas, pour expliquer, c'est en fonction des matières. Il y a un système d'abord qui est un classement européen et qui dépend effectivement de son degré de dangerosité qui, pour aller très vite, dépend effectivement de la concentration de matière susceptible de provoquer des dégâts. Tout le monde a en tête AZF, tout le monde a en tête Lubrizol. On a, au fur et à mesure des années, durci, renforcé l'ensemble des législations de suivi, de contrôle, essayer de mesurer ce qui était même les risques dominos liés à la présence d'un certain nombre de sites à proximité d'autres. Bref. Le site dont nous parlons avait fait l'objet de 3 inspections en 2021, d'une inspection d'ores et déjà depuis le début de l'année. Et en même temps, il avait connu également 5 explosions en 40 ans, ce site. Déjà, il y avait des précédents. Vous avez raison, mais comparer une explosion en 1980 ou une explosion en 2013, qui était la dernière avec ce qui s'est passé hier, ça me semble pas totalement opérant parce que les règles ont considérablement changé, les concentrations de matière ont considérablement changé et vous le savez, vous l'avez rappelé, le site n'était pas en production, il était en maintenance. Donc le sujet que se posent à la fois les inspecteurs et le bureau enquête accident chargé des risques industriels qui dépend de mon ministère et que j'ai saisi dès hier pour faire toute la lumière sur tout ça, c'est précisément est-ce qu'il y a eu un défaut dans les opérations de maintenance ? Est-ce qu'il y a eu un non-respect de certaines concentrations? Bref, disposer du retour d'expérience qui nous permet à la fois de comprendre de manière très claire ce qui s'est passé et continuer à progresser pour limiter et empêcher la survenance d'événements de ce type. On voit qu'il y a eu 2 événements justement hier. Est-ce qu'il faut encore renforcer la sécurité de ces sites malgré les différentes mesures que vous détaillez il y a un instant? Est-ce qu'il faut aller plus loin aujourd'hui, monsieur le ministre? Ce qui est certain, c'est que la plupart des fois où nous avons durci, c'est parce qu'on a connu des crises et qu'à l'occasion de ces crises, de ces accidents, de ces drames, on s'est rendu compte qu'on avait des trous dans la raquette de ce qu'on imaginait être une parfaite protection. J'attends les conclusions des inspecteurs et du bureau enquête accident. Si il ressort que toutes les règles ont été respectées et qu'il s'est quand même passé quelque chose qui a entraîné la mise en danger d'un certain nombre d'hommes et de femmes, ça veut dire qu'il faudra faire évoluer la réglementation. Si à l'inverse, on a des procédures qui n'ont pas été suivies, on a un titre ou un autre, quelque chose qui précisément n'a pas tenu compte des préconisations et des spécifications à la fois du règlement Seveso et des précédentes visites, on ne va pas modifier la règle si c'est la règle qui n'a pas été suivie. Alors une question de Jérémy Brossard du service politique de BFM TV. Oui, bonjour monsieur le ministre. On voit depuis plusieurs semaines que le réchauffement climatique, les vagues de chaleur impactent nos quotidiens, nos vies quotidiennes dans de très nombreux domaines. Est-ce que, en termes de sécurité concernant ces usines, vous faites un lien ou est-ce qu'il y a des risques accrus qui nécessiteraient de revoir peut-être les procédures de sécurité autour de ces sites extrêmement sensibles? C'est une excellente question. Parce que le réchauffement climatique, il accélère le vieillissement d'un certain nombre de matériaux et on n'a pas forcément, pour tous, une idée de la manière dont des vagues de chaleur répétées peuvent impacter, fragiliser certains types de matériaux. Donc évidemment, le fait d'avoir une étude très précise des risques
pour la santé et pour l'environnement des conséquences du réchauffement climatique. C'est ce que nous devons faire au moment où nous continuons à nous battre contre ce réchauffement, à nous adapter et à multiplier les mesures qui vont nous permettre de tenir une trajectoire carbone ambitieuse qui nous permettent d'émettre moins de gaz à effet de serre et donc de freiner une partie de ce réchauffement. Mais on sait qu'on ne l'évitera pas. Donc il faut, pendant qu'on fait ces adaptations au changement climatique, construire des modèles de résilience, c'est-à-dire des modèles dans lesquels on a des scénarios de tests où, en fonction des hypothèses d'augmentation des températures, de dégradation des conditions climatiques, d'accentuation de phénomènes extrêmes, on renforce nos règles parce qu'on sait que tout ça, c'est de nature à fragiliser toutes nos activités, y compris les activités industrielles. Et c'est bien pour ça qu'à l'intérieur de ce ministère, on a à la fois la main sur les inspecteurs, sur ceux qui contrôlent, sur ceux qui suivent et sur les mesures que nous devons prendre pour anticiper, pour adapter nos modèles. Ça veut dire, Monsieur le Ministre, que les risques sont plus grands aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. C'est ce que vous dites aux quelques 2,5 millions de Français qui vivent près d'un site Seveso? Ce que je dis, c'est que nous sommes en train de faire une enquête et on ne peut pas dire que c'est le réchauffement climatique qui est responsable de l'incendie à 4h25 cette nuit du site Safran et des 2 bacs de chromage dans lesquels on fait des systèmes de freinage hydraulique. De la même manière, on ne peut pas non plus dire que c'est à cause du réchauffement climatique qu'on a eu hier un souci à Bergerac dans le site Manuco avec le drame qui concerne 8 personnes. En revanche, personne ne peut nier qu'on a un réchauffement climatique, que ce réchauffement climatique s'amplifie et qui met à l'épreuve les hommes, la nature et les infrastructures. Et donc que c'est toute notre procédure de prévention des risques qui doit aussi, à l'aune de ce réchauffement climatique, être renforcée, durcie sur des bases qui doivent être des bases objectives, pas seulement l'émotion. Mais il n'y a pas de doute, nous avons à affronter des crises qui vont se répéter, naturelles. C'est la sécheresse, c'est la canicule, ce sera des pluies torrentielles sans doute dans quelques semaines. C'est la saison des cyclones dans une partie du monde. Tout ça, ça menace aussi nos sites industriels. Oui, justement, Monsieur le Ministre, conséquence de la chaleur, EDF pourrait être contraint d'abaisser sa production d'électricité nucléaire ces prochains jours et même d'arrêter un réacteur de la centrale du Tricastin. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui à ce sujet ? Je peux vous dire ce que vous savez et ce que vous venez de dire. C'est possible, ça va dépendre de l'évolution des conditions météorologiques qu'on constate. Il y a à la fois des actions de long terme qui sont à prévoir. Et de ce point de vue, renforcer notre parc nucléaire, c'est un moyen de moins dépendre des énergies fossiles, de décarboner nos productions énergétiques et de faire en sorte de limiter nos rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc on en a besoin. Le problème, c'est que comme il y a des investissements qui n'ont pas été faits il y a 10 ou 15 ans, on a une corrosion d'un certain nombre de sites qui oblige des mises à l'arrêt et on a un taux de consommation d'eau pour assurer le refroidissement qui n'est pas compatible avec une situation de sécheresse telle qu'on la connaît dans une partie des départements. Il faut donc être à la fois capable d'avoir un regard sur le temps long et un regard sur le temps court, en donnant parfois le sentiment qu'on va dans des directions qui ne sont pas les mêmes. Mais pourtant, il faut de l'adaptation et de l'agilité, et il faut de la constance et de la détermination dans les décisions qu'on prend. Alors, Monsieur le Ministre, une autre question d'actualité sur un tout autre thème aujourd'hui. Elisabeth Borne est à Orléans aujourd'hui pour un déplacement à l'occasion des 40 ans de la dépénalisation de l'homosexualité en France. Il se trouve que dans le passé, certains de vos propos ont pu choquer, notamment lorsque vous êtes opposé à la loi portée par Christiane Taubira en 2013 et puis également cette campagne d'affiches en 2016 que vous avez fait retirer à Angers, une campagne d'affichage, on le rappelle, qui sensibilisait contre la transmission du VIH et mettant en scène des couples du même sexe. Il se trouve qu'il y a des associations et des élus qui ont manifesté il y a maintenant quelques heures pas loin de l'Assemblée nationale. Ils demandent votre départ du gouvernement. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ? Je leur réponds que quand on regarde avec les yeux de 2022, la situation d'il y a 10 ans, il y a des raccourcis qui sont faciles à faire. Près de la moitié des députés et des sénateurs, il y a 10 ans, ont voté contre la loi autorisant le mariage pour tous. Et si le vote avait lieu aujourd'hui, les circonstances et le rapport de force ne seraient certainement pas le même. Il ne le serait pas à l'échelle de l'ensemble de l'Assemblée et du Sénat, il ne le serait pas pour moi. J'ai eu l'occasion non seulement de dire combien j'avais évolué sur ces sujets, mais même de révéler que j'avais, à titre personnel, procédé à un certain nombre de mariages entre personnes de même sexe. Si on condamne les positions qui ont été prises il y a 10 ans et qu'on interdit aux gens d'évoluer, on ne rend pas non plus service à la société. Il y a donc des raccourcis
qui ne sont pas souhaitables. De la même manière que de dire tous ceux qui à un moment ont voté contre ces textes étaient homophobes, c'est faire là aussi un raccourci qui est à la fois blessant pour l'écrasante majorité de ceux qui ont voté ces textes et pour beaucoup de Français qui, à l'image de la société, ont eux aussi considérablement évolué sur ces questions. Donc moi je me réjouis de ce déplacement de la Première ministre, il est utile. La lutte contre les discriminations, elle est aussi nécessaire que celle pour l'accélération de la transition écologique, parce que dans les deux cas, il s'agit du même sujet. Comment, sur une planète où les ressources sont finies et où on a, nous, hommes et femmes, la responsabilité de préserver ce qui nous entoure, on fait en sorte d'abord de se respecter, d'abord de travailler ensemble et ensuite de tirer dans la même direction. Et juste concrètement, parce que vous n'êtes pas vraiment exprimé sur ce sujet-là jusqu'à présent, cette campagne d'affiches en 2016, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quelle a été la raison pour laquelle vous avez fait retirer à Angers ces affiches? Je n'ai pas fait retirer ces affiches. Ça nécessiterait quelques minutes pour que je vous dise les choses. Il y a des maires qui ont pris des arrêtés, ce n'a pas été mon cas. Pour la petite histoire, c'est même des infirmiers qui travaillaient à AIDS qui se sont émus auprès de moi de l'image que ça pouvait donner. Je ne vais pas entrer dans l'ensemble de ce détail. J'ai à titre personnel participé, prêté mon image à des campagnes de lutte contre les préjugés autour du sida, de la séropositivité et de l'homosexualité. Ceux qui me connaissent, les renseignements que vous pouvez prendre à Angers vous permettront de mesurer à quel point il y a un décalage considérable entre une campagne qui, encore une fois, se base sur un vote en 2012 et la constance de mes engagements depuis.